Bonjour à tous. On se retrouve en direct du grand salon de l'Eurométropole de Strasbourg pour ce deuxième Facebook Live consacré à cette crise sanitaire, à ses conséquences. Je vais avoir le plaisir d'interviewer Robert Herrmann, président de l'Eurométropole de Strasbourg. Bonsoir Monsieur Herrmann. Bonsoir. Et également Stéphanie Domange, vous êtes la directrice du réseau TER Grand Est. Bonsoir. Donc. Et Jean-Philippe Lalli, directeur général de l'ACTS, bien connu à Strasbourg. Durant 40 minutes, ou 45 minutes même, on va prendre un petit peu plus de temps parce que la première qui a eu lieu l'autre jour a été particulièrement appréciée, donc on va essayer d'être aussi appréciable cette fois-ci que la première. Je vais avoir le plaisir de vous poser plein de questions sur tout ce qui se passe au niveau des transports, parce que c'est la thématique d'aujourd'hui. Mais vous savez aussi que des questions nous parviennent par le biais du Facebook Live, elles vont être transmises à tout moment, donc les questions des internautes pourront être posées par mon intermédiaire. Donc vous avez souhaité, Robert Herrmann, mettre en place 5 sessions au minimum, consacrées à des thématiques très différentes. Un petit mot là-dessus, pourquoi cette initiative? Oui, parce que les médias, évidemment, je veux dire, saturent complètement l'espace et il y a une espèce de bruit de fond dans lequel, quelquefois, on a l'impression de ne plus vraiment comprendre. Et avec un paradoxe, c'est qu'on parle beaucoup, mais qu'on n'a pas beaucoup le temps, quand on a des responsabilités comme sont celles de Madame Domange et de Monsieur Lalli, de s'installer pour s'expliquer, pour dire les choses. Et je me suis dit que la métropole pouvait avoir ce rôle, je veux dire, de laisser le temps aux responsables de s'exprimer sur des thèmes extrêmement importants comme les transports. Ça concerne des milliers et des milliers de gens chaque jour. Ça représente pour certains le moyen d'aller à son emploi et de ne pas le perdre. C'est aussi le moyen d'aller rejoindre une vie sociale. Et par conséquent, je veux dire qu'il y a un grand intérêt à cela. J'ai souhaité que cette émission soit bienveillante, j'ai souhaité qu'elle soit informative et qu'elle se fasse avec évidemment l'humilité nécessaire devant un phénomène qui, je veux dire, nous frappe aujourd'hui fortement et qui nous oblige à revisiter nos pratiques, ce qui représente une difficulté en tant que telle. Et il faut prendre le temps de l'expliquer. Et voilà. Alors, cette problématique des transports était évidemment évidente pour cette deuxième. Là, je précise tout de suite qu'il y en aura une troisième. Ce sera les aspects économiques de cette crise sanitaire. Ce sera vendredi avec le président Jean-Luc Aimburger de la CCI de Strasbourg Métropole, Alsace également. Et puis, nous aurons la rectrice pour les questions liées purement à l'enseignement, à la rentrée des classes, en quelque sorte. Ce sera samedi. Et enfin, on terminera en beauté, si je puis dire, avec la préfète du Grand Est et du Bas-Rhin, qui viendra expliquer les 24 heures avant. Alors, protocole ne sera pas respecté, parce que normalement c'est la préfète qui termine, mais on va rajouter au moins une émission à la mémoire de Bernard Stalter, oui. Et aussi pour saluer l'élection, aujourd'hui même, du nouveau président de l'artisanat, personne importante qui prend une charge après celle de Bernard. Et ce sera l'occasion aussi de parler de l'artisanat, sujet important dans cette période. Je ne l'annonçais pas encore parce que ce n'était pas officiel, mais vous venez de nous faire le plaisir en avant-première de nous l'annoncer. C'est une bonne initiative. Avant d'interroger nos deux invités ce soir sur ce plateau, Robert, merci de nous donner les quelques messages que vous avez envie spontanément de faire passer aux usagers. Lundi, il y a plein de gens qui vont revenir en course, en quelque sorte, via les transports en commun, bien entendu. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces gens-là? J'ai envie de leur dire que les organisations qui s'exprimeront ce soir ont fait un travail remarquable, que cela a mobilisé de très nombreux salariés et fonctionnaires et que tout a été fait pour assurer leur sécurité sanitaire. Je sors là du comité de crise. Le nombre de gens en réanimation descend trop lentement. Nous resterons donc dans le rouge. Cela signifie qu'il nous faut être prudents et que chacun doit l'être pour soi-même et pour les autres. Et que par conséquent, le problème dans les transports en commun sera un problème de discipline personnelle et collective, qu'il ne s'agit pas d'un problème de police, mais bien d'une prise de conscience qu'ensemble nous devons affronter ces difficultés, et qu'il ne faut pas, perdre son sang-froid, ne pas engueuler les gens quand ils ne portent pas de masque, mais peut-être avec beaucoup d'attention leur signaler qu'ils représentent un danger pour eux et pour les autres. Et faire en sorte que nous puissions, en tout cas, garder la confiance dans les transports en commun, c'est extrêmement important. Sinon, au-delà de la crise sanitaire, des difficultés économiques que nous rencontrons, nous aurons une crise climatique avec, évidemment, je veux dire, les pollutions dues à l'autosolisme, à la reprise de la voiture.
un travail considérable a été fait, et c'est la raison pour laquelle, comme c'est le thème de cette émission et comme j'en avais décidé, je vais beaucoup me taire pour laisser parler ceux qui en ont la charge et leur permettre d'avoir tout le temps pour s'exprimer. Eh bien voilà, donc Stéphanie Demange et Jean-Philippe Lally, l'une pour la SNCF, en tout cas le réseau TER Grand Est, et l'autre au titre de la CTS. Vous allez maintenant répondre à de nombreuses questions, d'autant que, je le précise, nous avons des questions qui nous arrivent par le biais de Facebook Live, qui sont transmises directement et que je vais trier une dernière fois pour vous les poser. En attendant, on a tellement de thématiques à balayer qu'on se doute même que ces 45 minutes ne suffiront pas. Les questions qui nous ont déjà été posées et qui sont en train d'être posées, elles sont relatives au masque. Le port du masque est obligatoire. C'est une décision nationale qui relève du gouvernement. Donc, dès qu'on prendra un transport en commun, quel qu'il soit, lundi, on devra avoir un masque. Moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est OK, il faut que l'information parvienne à tout le monde. Je pense que c'est en bonne voie. Mais qui va contrôler ça ? Alors en fait, ça fait partie justement des éléments du décret qui devrait paraître normalement demain et qui va donner les lignes des droits et des devoirs en matière de contrôle et possiblement aussi de verbalisation. Et donc potentiellement chez nous pour SNCF, ça pourrait être les agents de la surveillance générale qui pourraient verbaliser en cas de non-port du masque. Mais c'est une telle rupture culturelle. Nous ne sommes pas en Asie où il est naturel de porter un masque dès qu'on a un rhume, de la fièvre, qu'il va falloir accompagner avec beaucoup de pédagogie, et je pense la période de la première et deuxième semaine, pour que chacun arrive en gare avec un masque ou avec un dispositif qui couvre la bouche et le nez. C'est d'ailleurs ce qui est fait au Luxembourg. On demande de porter soit un masque, soit un bandana, soit un foulard, soit une écharpe dans les transports en commun. Et c'est une vraie rupture et on va accompagner nos clients en filtrant les gares, en distribuant des masques. D'ailleurs, le Conseil régional en a acheté 200 000 pour les clients du TER Grand Est et nous allons aider à cette pédagogie dans les trains et dans les gares. Donc ça veut dire que les contrôleurs de la SNCF vont faire le métier de contrôle, alors le billet bien entendu, en tout premier lieu. Deuxième lieu, le respect ce qu'on appelle les gestes barrières, on sera amené à en parler, mais si quelqu'un n'avait pas de masque de façon ostensible et refuse même de le mettre, ça veut dire qu'il y a un moyen de coercition et qu'il y aura une amende qui sera adressée par le contrôleur. Alors, ça peut être le contrôleur ou il peut le demander, comme d'ailleurs quelqu'un qui est sans titre de transport à bord du train. On peut faire arrêter le train, descendre la personne et ça peut être soit la police, soit la surveillance générale qui à ce moment-là verbalise. Le contrôleur, il va avoir une fonction d'informer et de rappeler les règles de vie à bord et donc du port du masque, de distanciation sociale. On va doter également les contrôleurs de 50 000 masques sur les 200 000 achetés, parce que dans des petites gares, dans des petites communes, il peut y avoir des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'acheter des masques, et donc s'ils voient une personne dans un premier temps qui n'a pas de masque, le premier geste, ça sera de lui proposer de mettre un masque. Voilà. Ça, pendant cette bienveillance-là, on va l'avoir pendant 1 à 2 semaines. Après, il faut aussi appeler au civisme des uns et des autres, parce qu'en fait, c'est tout simplement le respect de votre santé lorsque je porte un masque. Bien sûr, on va être amené à reparler de cette question de civisme et de discipline. Bien entendu, Jean-Philippe Lally, au titre de la CTS, comment ça va se passer sur le port obligatoire du masque? Je pense que la première chose à redire, et je crois qu'on n'insistera jamais assez dessus, c'est que si pour obtenir le respect de la santé, la sienne propre, celle des autres, on est obligé de passer par le contrôle, c'est un vrai problème sociétal. Et je pense que les semaines qui viennent de s'écouler ont montré que globalement, le respect des Français par rapport à l'ensemble des obligations de confinement en particulier avait été globalement un respect important. Donc je pense qu'il n'y a pas de raison objective de penser que les nouvelles mesures qui sont mises en œuvre pour les transports collectifs ne seront pas respectées elles aussi. Ceci étant, bien entendu, côté CTS, on ne pourra pas distribuer des masques à tout le monde à la montée des 1500 arrêts presque qui existent. Ça répond déjà à une question qu'on avait, je ne sais plus combien de dizaines d'exemplaires. Est-ce que la CTS, on parle de Strasbourg, bien entendu ici, de l'Eurométropole, est-ce que la CTS va mettre des masques à disposition des usagers? Donc si j'ai bien compris, un peu, mais pas tout le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour mettre des masques à disposition, il faut en avoir.
Or, les masques, aujourd'hui, nous avons un nombre suffisant de masques pour faire face aux quelques semaines d'exploitation qui vont venir pour nos propres agents. Donc, il est clair dans ces conditions-là qu'on n'a pas ce qu'il faut pour distribuer des usagers. Et puis en plus, derrière, le système qui serait à mettre en œuvre pour faire des distributions massives, je le redis, sur 1500 points d'arrêt, est un système qui est difficilement envisageable. Donc, ce sur quoi on joue essentiellement, c'est le civisme des gens. Après, il y aura effectivement, comme c'était dit concernant la SNCF, des contrôles qui seront faits. Alors chez nous, c'est un peu différent. On n'a pas de sûreté générale, puisque nous, c'est une unité spécifique de la police nationale, le STC, qui prend en charge sur notre réseau cette logique-là, et qui donc du coup sera pleinement investi sur ce sujet. Après, les contrôleurs de la CTS viendront aussi amener leur écho en la matière, dans un premier temps, essentiellement dans des logiques d'accompagnement et de pédagogie, puisque Robert Herrmann l'a bien dit, il faut comprendre que tout ça n'est pas facile, et que du coup, il faudra qu'on accompagne un peu nos voyageurs dans la prise d'habitude, dans la manière de se conformer à toutes ces nouvelles obligations. Robert, on va lui ajouter oui, quelque chose. je veux dire quand même que les collectivités à l'échelle du département, je veux dire, ont acheté des masques et j'ai eu confirmation qu'à partir de demain, je veux dire, la moitié des masques sur la métropole, par exemple, on regarde la moitié pour la moitié de la population, je veux dire, la distribution va commencer demain, par la Poste ou par l'organisation que les maires des 33 communes ont mise en œuvre. Et donc, si on rajoute à cela l'effort considérable d'entreprises, d'associations, de dons, de générosité qui ont été réalisés dans toute une série de communes, on peut penser quand même qu'une grande partie de nos concitoyens seront dotés en masques. On parle là évidemment de masques lavables, les autres étant toujours destinés au milieu médical. Et par conséquent, je veux dire, lorsque TER, SNCF et CTS disent on a quelques masques, je veux dire, ça doit rester résiduel. Il ne faut pas que les gens attendent évidemment que dans les transports en commun, je veux dire, on soit dans une distribution massive de masques, parce que d'abord ils n'existent pas, et qu'on est toujours, je veux dire, dans des difficultés pour arriver à obtenir les quantités qu'on commande. Absolument, c'est un complément, mais c'est important de le dire. Le masque que l'on peut distribuer est un complément si jamais, par hasard, la personne n'avait pas de masque. Bien sûr. Alors, on parle maintenant de l'accès à vos services, l'accès au matériel roulant. Alors, les problématiques sont assez différentes pour vous deux. Vous, madame, votre responsabilité commence au titre du réseau TER Grand Est. Elle commence à l'entrée de la gare de départ. Donc, il y a la gare elle-même, le bâtiment de la gare elle-même, les quais, où on attend le train, évidemment pendant le voyage en train, et votre responsabilité va s'arrêter ensuite une fois que la personne sortira de la gare de destination. Tout ce qui est avant et tout ce qui est après, c'est pas de votre ressort, on va dire. Ça pour l'accessibilité. Vous, monsieur Lally, pour la CTS, c'est un petit peu différent. Néanmoins, quand même, vous avez des responsabilités quand même sur les quais, où on attend... On se sent concerné, en tout cas. Pardon ? On se sent concerné. Mais oui, bien sûr. Entre la responsabilité qu'on doit, de toute façon, endosser, et le fait de se sentir concerné par un sujet et de contribuer à ce que les choses se passent bien, voilà, on a toujours cette possibilité-là. Et évidemment, pendant le voyage en tram, jusqu'à la station de sortie. Alors, lundi, il va y avoir plein de gens. Pas forcément toute la population normale, certainement pas, parce qu'il y a le télétravail qui continue à être organisé, et il y aura, on en parlera tout à l'heure, un appel aussi pour que les heures de pointe soient délayées sur un créneau beaucoup plus important. Mais lundi, c'est la reprise en quelque sorte de l'activité laborieuse en France. Il va y avoir beaucoup de gens dans vos trains. Avant de parler du cadencement, avant de parler du nombre de trains, etc., ce qui est un phénomène là aussi spécifique, ça vaut d'ailleurs pour la CTS également, comment vous organisez vos wagons? Ceux qui prennent le TER, et on est nombreux, parce que le TER fonctionne bien quand même en Alsace, on va dire les choses telles qu'elles sont. Hein. Bien. Franchement. Merci de le dire. Mais non, je vous en prie, on peut aussi décliner les problèmes, on en rencontre aussi. Mais globalement, il ne faut pas plaisanter quand même. On est plutôt bien mieux servi que dans d'autres régions. Vous le savez mieux que moi, sans doute. Comment va se présenter la voiture normale de TER ?
On parle d'une place sur deux, on parle des distances à respecter, de place en quinconce. En cas d'affluence, est-ce qu'on peut avoir des gens debout partout? Ça arrive, hein, voilà. Comment ça va se présenter? Bon, alors c'est un vrai défi logistique, hein, et c'est inédit parce qu'on a, je pense, sur ce plateau, et partout en France et même dans le monde, jamais vécu ça. Donc c'est inédit. Et c'est un vrai défi logistique. Donc, pour préparer ce défi logistique, en fait, ce que l'on fait dans les gares, on est en train de matérialiser au sol les espacements et les distances à respecter. Donc, on colle des stickers, par exemple, devant les guichets, devant les distributeurs. On matérialise une place sur deux dans les espaces de vente ou dans les espaces d'attente. Ça fait 24 000 stickers à coller dans les gares du Grand Est. Très précisément. Je peux témoigner que vous êtes efficace au niveau de la SNCF, pas dans le Grand Est comme ailleurs. J'ai vu tout à l'heure en préparant ce plateau, je suis allé sur Internet, j'ai vu une photo prise aujourd'hui, gare de l'Est, oui. Une photo en perspective d'un des innombrables quais qu'on prend pour aller prendre le TGV. Ça ressemble à un jeu de marelle. C'est ça. Hein? Et sur les quais, alors ça c'était dans la gare. Oui. Sur les quais, on a aussi un jeu de marelle qui matérialise les distanciations sociales pour permettre aux gens de garder les distances qui permettent d'éviter de se contaminer. Et puis également des zones de flux qui sont différentes des zones d'attente. Sur la photo que j'ai vue, c'était remarquablement bien organisé. Et bien ça, ce que vous avez vu sur Gare de l'Est, on l'a déjà fait à Colmar et on est en train de le mettre en place dans 24 gares sur le Grand Est, celles où il y a les principaux flux et où il pourrait y avoir des attroupements sur les quais ou dans les gares. Ça, c'est pour les quais, mais on monte dans le train, c'est le but du jeu quand même. Qu'est-ce qui se passe dans la voiture? Alors là, dans la voiture, nous avons un challenge formidable. En 4 jours, nous avons 100 000 stickers à poser pour matérialiser le 1 siège sur 2 à bord des trains. Et je dois dire que les cheminots sont formidables parce qu'on a lancé un appel hier soir et on a 400 cheminots qui se sont déclarés volontaires pour ce week-end venir poser les stickers dans toutes les rames de Grand Est, partout en Grand Est. Donc, voilà. Le service public, il a du bon de temps en temps. Hein. Mais le service public est formidable, c'est pour ça que j'ai choisi cette entreprise. Donc ça veut dire que concrètement, je n'ai pas l'habitude du train, je prends le train dans 15 jours par exemple, pas forcément lundi, mais dans 15 jours, pour une fois j'arrive dans le train, ça veut dire que visuellement, j'ai de quoi respecter toute la procédure. Sur chaque siège, un siège avec un sticker vert, un siège avec un sticker rouge sur chaque tétière de chaque siège. Et vous ne m'avez pas répondu tout à l'heure, mais sur la question, au cas où il y a de l'affluence, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent voyager debout à condition qu'ils soient à distance Oui, alors on estime environ 2 personnes sur 1 mètre carré de passerelle, la quantité acceptable. Et on a identifié d'ores et déjà, on a essayé de matérialiser la demande, vous disiez ce sera la reprise lundi. Nous, on estime que lundi, il y aura environ 30-37% des gens qui viendront se présenter au travail en utilisant les 37% du flux habituel. Du flux habituel, absolument. Ça représente quand même du monde, hein, parce que normalement, il y a 70 000 personnes qui voyagent tous les jours sur Grand Est. Donc, il y a du monde. Et c'est pour ça aussi qu'on met un plan de transport qui est important. Et ces personnes-là, on a identifié les trains qui étaient sensibles, où il y avait la plus forte affluence. Il y en a 24 en Grand Est. Ces trains-là, on a décidé avec le Conseil régional de les réserver aux personnes abonnées et au personnel soignant. C'est-à-dire, c'est des gens qui avaient un abonnement mensuel en mars ou en avril, un abonnement annuel. On communique d'ores et déjà aujourd'hui sur ces 24 trains. Vous ne pouvez pas acheter un billet si vous n'étiez pas déjà un abonné ou si vous n'êtes pas un personnel soignant. Ils sont communiqués sur toutes nos applications pour vous permettre de vous orienter, choisir des trains dans des périodes plus creuses, entre 8h et 16h par exemple. Oui, c'est déjà en route sur le site internet. On peut, par un système de couleurs, connaître la fréquentation prévisionnelle, selon vous, des trains et adapter son propre comportement en fonction de... On peut d'ailleurs recommander que ceux qui n'ont pas la contrainte d'aller dans les transports en commun dans les heures les plus chargées, je veux dire, rendent un service collectif en choisissant de ne pas venir à ce moment-là. Et ça assurera une plus grande fluidité plutôt que de venir surcharger, je veux dire, une période... Oui, on en parlera tout à l'heure avec l'élargissement des créneaux de pointe. Je pense que tout le monde est en train de se coordonner pour faire un mot là-dessus tout à l'heure. Alors, Jean-Philippe Lally, vous-même, en ce qui concerne les trams, même question que pour Madame Domange. Je n'ai pas l'habitude du tram à Strasbourg. J'ai besoin de prendre le tram la semaine prochaine à une quelconque station, quelle qu'elle soit. Quelle est l'aide visuelle
spontanée que je vais recevoir? Alors, les choses sont un peu différentes, puisque la CTS, c'est, je le disais tout à l'heure, 1400 ou 1500 points d'arrêt au total, avec une fréquentation qui est très inégale de l'un à l'autre, donc des dispositifs qui vont être différents. Pour la grande majorité des stations, on retrouvera dans la station des dispositifs d'affichage qui rappellent la totalité des gestes barrières qui sont à appliquer. La distanciation, le port obligatoire du masque, etc., etc. Pour les stations les plus fréquentées, celles sur lesquelles on se dit qu'on peut se retrouver confronté à un afflux de voyageurs important, peut-être pas forcément toujours au courant de la totalité des mesures ou de la manière de les mettre en œuvre, on a en coordination avec l'Eurométropole et le monde de Hermann mis en place des dispositifs d'hôtesse ou d'accompagnants qui seront là pour répondre aux questions, faire remarquer gentiment qu'il faut s'écarter un peu plus, qu'il faut avoir un masque, etc., etc., etc. Donc ça va être l'essentiel de l'apport en station, doublé par des messages fréquents, audio, lancés depuis notre PCC pour rappeler toutes ces mesures de distanciation et toutes ces nécessités de respecter une certaine discipline. Quand on arrivera à l'intérieur du véhicule, on retrouvera des mesures qui sont à peu près de la même essence que ce qui se met en place côté SNCF. C'est-à-dire qu'une place sur deux sera neutralisée par la présence d'un élément d'affichage qui la matérialisera. Et on retrouvera sur le sol, puisque chez nous, la part de voyageurs circulant debout est beaucoup plus importante. Je rappelle que la CTS, en temps normal, c'est 480 000 voyageurs par jour. Je suis obligé de vous couper parce qu'on m'annonce dans l'oreillette qu'on a un petit problème avec votre micro. Je vais peut-être vous demander de signifier le propos. Je pense que, en tout cas, à la fin de votre propos, qu'on puisse entendre. Donc je rappelais que le sujet de la distanciation et de la gestion à l'intérieur des véhicules est compliqué, dans la mesure où, en temps normal, on a 480 000 voyageurs par jour sur le réseau CTS. Bien entendu, lundi, ils seront moins nombreux. Pour autant, à la fois, on a procédé à la neutralisation d'un siège sur deux à l'intérieur de nos véhicules. Et dans la mesure où, chez nous, la part de clientèle debout est beaucoup plus importante, on retrouvera à l'intérieur des véhicules, qu'ils soient bus ou qu'ils soient tramways, un certain nombre de gros ronds rouges rappelant qu'on est dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 et qui matérialiseront les endroits où on doit se positionner pour conserver la bonne distanciation par rapport aux autres voyageurs à l'intérieur du véhicule. Bien entendu, seront rappelés en affichage et en sticker à la montée des véhicules, mais aussi à l'intérieur, que ce soit pour le tram ou pour le bus, les contraintes que sont le port obligatoire du masque, la distanciation, l'interdiction, y compris dans les tramways, de la présence de vélos à bord, qui est une mesure qui est prise pour essayer justement de conserver un maximum de place utilisable à l'intérieur des rames. Donc on va essayer d'avoir une redondance extrêmement forte du message pour que tout le monde comprenne bien qu'à un moment donné, il y a des choses à respecter. On a bien compris que pour vos deux organisations, vos deux structures, c'est un vrai défi que vous êtes en train de relever. Vous avez commencé à relever et vous allez le relever quotidiennement, voire bi-quotidiennement, multi-quotidiennement, en tout cas dès lundi. On a une question là qui nous est arrivée qui moi je trouve est intéressante. Comment éviter les altercations dans les bus et trams et encadrer le nombre de personnes qui montent à bord? Quelle priorité quand des personnes sont plus nombreuses à la station que de places disponibles? Comment éviter l'incivilité de certains? Comment on va gérer? Parce que ça, c'est quand même l'inconnu pour vous, il faut être franc. Oui. Vous ne savez pas du tout comment ça va se passer, hein, mais vous avez forcément anticipé, je le sais, la question. Comment ça peut se passer dans ces conditions-là? Je crois que ça a déjà été évoqué. Je pense que beaucoup va reposer sur la bonne compréhension de l'ensemble de nos concitoyens du fait qu'en respectant ces règles, c'est leur santé qu'ils protègent et la santé des autres voyageurs. Il sera essentiel pour que ça se passe bien de faire preuve de courtoisie et de capacité à faire remarquer à des gens qui ne respectent pas les règles en question qu'ils sont en train de mettre tout le monde en danger et que du coup il faut qu'ils reviennent à un comportement plus vertueux. Mais si après les choses se passent mal,
je dirais, il restera la solution qui existe déjà aujourd'hui dans les transports en commun dès lors qu'il y a des altercations, c'est l'appel aux équipes d'intervention et à la force publique, donc à la police. Oui, bien sûr. Et vous, madame? Je voudrais faire un parallèle, alors peut-être est-il osé, mais il y a quelques années, on a interdit la cigarette dans les espaces, c'est juste, dans les trains, etc. Et en fait, très rapidement, s'est mis en place une régulation sociale qui fait que, aujourd'hui, il est tout à fait naturel qu'on ne fume plus à bord des trains. Mais je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ce qu'on a su mettre en œuvre avec la cigarette, tout simplement avec les masques et avec ces gestes-là. Pour la cigarette, comme pour le masque, c'est la même chose. C'est une question de santé publique. La surpopulation, c'était ça la question. Sur les sujets de surpopulation, moi je pense qu'il y a la première chose à faire, c'est l'information en amont. Oui, bien sûr. Et l'appel à maintenir au maximum, quand c'est possible, le télétravail pour un certain nombre de personnes. Aujourd'hui, une grande partie des salariés sont en télétravail. Pendant les 3 prochaines semaines, ceux qui peuvent rester en télétravail, nous les incitons à rester en télétravail. Bien sûr, tout le monde n'est pas dans ce cas-là, mais ça peut aider une forte partie de la population à étaler la reprise d'activité. Et le télétravail, c'est peut-être pas tous les jours, ça peut être 2 jours sur 5 dans la semaine. Oui, bien sûr. Mais ça aidera fortement à une meilleure gestion des flux, indépendamment du fonctionnement heure creuse, heure pleine. Vous avez prévu un renforcement de ce que j'appelle moi les policiers de la SNCF, je ne sais pas si c'est le terme juste, hein, qu'on voit régulièrement sur les TER de temps en temps. En tout cas, vous avez prévu un renforcement pour éviter à certaines heures précises, quand vous savez que potentiellement le problème peut se présenter, pour mettre un petit peu d'ordre dans tout ça? Principalement sur les heures de pointe, parce oui. que c'est là qu'on peut avoir potentiellement des altercations ou des conflits, oui. Et c'est un plan qu'on a développé avec la directrice de la surveillance générale sur Grand Est. Non, je voulais dire que Madame Demonge m'a un peu volé le propos, mais la pression sociale, elle est grande. Moi, je suis toujours surpris de voir aujourd'hui les gens être extrêmement disciplinés en attendant devant une boulangerie, un magasin, etc. Et ce qui fait cette discipline pour ceux qui essayent de la rompre, c'est le regard des autres, qui devient à un moment donné tellement dur et tellement oppressant qu'on se remet dans la file. Oui, ça calme. Et on finit par ne plus avoir besoin de police. Parce qu'il y a cette charge extrêmement forte, je veux dire, qui est liée à la santé, évidemment, et qui renvoie à la mort, qui renvoie aux images aussi dont on a été quand même nourri depuis maintenant de nombreuses semaines. Je veux dire, surtout en Alsace. Terribles, je veux dire, dans les salles de réanimation. Et chacun comprend que les uns et les autres doivent faire un effort. Et Jean-Philippe Lallier a raison quand il dit un peu de courtoisie ne nuit pas. On ne devient pas japonais du jour au lendemain, je veux dire, quand on regarde sur les quais des gares. Mais on peut quand même essayer d'approcher cette réalité-là, je veux dire, et on s'apercevra qu'en laissant descendre les gens et en montant après, et l'inverse, je veux dire que tout se passe mieux, on gagne du temps, et c'est pas plus désagréable dans la vie quotidienne. Je vous propose qu'on passe à un sujet important, le cadencement et la fréquence des trams et des trains. Ça, c'est une question qui est beaucoup revenue. Par exemple, il y a une question qui vient de tomber là. Elle concerne Champagne-Ardenne, ce qui prouve que d'ailleurs qu'il y a des gens de Champagne-Ardenne qui nous écoutent. C'est très bien. Question sur les TER dans la région, et plus particulièrement en Champagne-Ardenne, ce sera la même problématique en Alsace. Serait-il possible que la majorité des TER remis en service lundi soient omnibus, donc qu'ils desservent aussi les petites gares, afin que chacun ait les moyens d'organiser ses voyages domicile-travail ou domicile-course. Ah, j'ai envie de dire, on vous met encore plus au défi, là. Oui. Tous les TER, j'imagine que c'est pas possible. Refaire un plan de transport omnibus, comme ça, c'est pas possible. Normalement, pour faire un nouveau plan de transport, comme le cadencement qui a été lancé en Champagne-Ardenne en décembre, il faut 2 ans de travail. Donc, soyons raisonnables. Mais il faut l'expliquer. En revanche, c'est fait. Le choix qui a été fait, et qui n'est pas habituel, et à la demande du Conseil régional, c'est que toutes les lignes de Grand Est soient ouvertes. Sur toutes les lignes, il y aura une offre ferroviaire. Et cette offre qui est entre 60 et 65 %, qui est d'ailleurs la plus élevée de France, au redémarrage, et c'est une vraie volonté politique pour pouvoir garantir la sécurité et la santé de l'ensemble de nos clients, elle est homogène sur le territoire. Qu'on soit en Champagne-Ardenne, en Alsace, en Lorraine, partout en Grand Est, l'offre sera la même. Il n'y aura pas de grandes lignes privilégiées et des petites lignes abandonnées. Partout, vous aurez une offre.
D'accord. Et vous, Monsieur Lally, concernant la CTS, par exemple, actuellement, là, pendant la période qu'on va vivre jusqu'à dimanche soir inclus, vous aviez combien de trams en circulation, grosso modo? On était sur une offre qui représentait à peu près 30% Oui. de l'offre normale du réseau, centrée essentiellement sur les lignes qui, d'une manière ou d'une autre, desservaient les établissements hospitaliers et sur les horaires qui correspondaient aux entrées-sorties des hôpitaux, puisque c'était à ce moment-là la part, je dirais, stratégique, entre guillemets, des déplacements qu'il fallait absolument assurer. À compter du 11 mai, on va essayer de revenir le plus proche possible de ce qu'est une offre normale de fonctionnement. Cette offre, elle ne sera pas vraiment normale, puisque on continue à être confronté à un certain nombre de règles qui vont empêcher le retour à la normale, en particulier sur l'organisation du travail de nos conducteurs. Aujourd'hui, on doit, pour des questions de désinfection complémentaire des véhicules, qui concernent à la fois les conducteurs et les clients, avoir un retour de mi-journée des véhicules au dépôt. Donc les échanges de conducteurs se font dans les dépôts et pas forcément en ligne, ce qui vient limiter notre capacité à avoir un maximum de véhicules en service. Et puis on est confronté aussi, parce que, hélas, le fait d'être salarié de la CTS ne garantit pas une santé permanente, on est confronté, nous aussi, aux problématiques que tout le monde rencontre, de conducteurs qui sont malades, de gens qui sont obligés de rester chez eux pour garder leurs enfants. Donc, c'est des choses importantes, hein. C'est, pour fixer les idées, un volant de entre 100 et 200 personnes conducteurs par jour qui sont, selon les périodes, neutralisées, en fait, soit par la maladie, soit par un certain nombre de contingences de garde d'enfants. Donc ça veut dire qu'en dépit, on va essayer de faire, de contourner en fait toutes ces difficultés et ces limitations. Et l'offre qu'on mettra en place le 11 mai sera à peu près 70% d'une offre normale. L'objectif étant petit à petit, on l'espère d'ici la fin du mois de mai, de retrouver un nouveau niveau d'offre qui sera à 80% de la normale. L'objectif étant ensuite de basculer sur les horaires d'été classiquement et de retrouver un fonctionnement normal du réseau si tout se passe bien à la rentrée. Et au fur et à mesure que les jours vont passer, ça vaut aussi pour la SNCF, j'imagine que statistiquement vous allez avoir toutes les données pour caler au plus près à je pense que cette remarque est extrêmement importante. Vous avez dit tout à l'heure, on fait un peu un saut dans l'inconnu le 11 mai. On va découvrir comment se déroule, comment s'organise l'activité, les déplacements sur l'agglomération au sortir ou au début de sortir d'une crise tellement importante et en tout cas beaucoup plus importante que toutes celles que nous on a pu connaître jusqu'à présent. Donc ça veut dire qu'on sera dans la suite confronté à une nécessité absolue de réactivité la plus forte possible. Et on a, à ce propos-là, à la CTS, mis en œuvre, dès le début de la crise et du confinement, un comité de crise qui réunit à la fois les représentants de la direction de l'organisation de production et d'exploitation de l'entreprise et les organisations syndicales, qui se réunissaient dans un premier temps tous les jours pour faire le point des difficultés rencontrées, y apporter des solutions. Ça s'était un peu dilaté, c'était tous les 3 jours depuis quelque temps. Je pense que dès la semaine prochaine, on va revenir à un rythme beaucoup plus régulier, parce que ceux qui voient au mieux les difficultés sur le terrain, c'est les conducteurs, c'est ceux qui y sont. Évidemment, et c'est notre principale source d'information. Alors, il nous reste 15 minutes, me dit-on, dans l'oreillette magique. Donc, ça nécessite maintenant des réponses assez courtes par rapport à des questions, parce qu'il en reste plein. On ne pourra pas, hein, on pourrait faire 3 heures sur ce sujet-là, j'en suis absolument certain. Une question plus particulièrement sur les bus, dont on n'a pas parlé encore. Quel est le nombre maximum de personnes admises normalement dans un bus, et quelle va être la norme à partir de lundi? Normalement, un autobus, c'est 90-95 personnes. Donc un autobus standard, pas les véhicules articulés qui ont un soufflet au milieu. À partir de lundi, ça sera à peine plus d'une vingtaine de personnes qui pourront monter à bord, ah oui, là, il y a incluant à la fois les gens qui seront assis et ceux qui seront debout. Ouais. Donc ça veut dire que c'est une réduction extrêmement importante de la capacité qui découle des logiques de distanciation à l'intérieur des véhicules.
Alors, on passe, si vous voulez bien, à une partie importante qui est, les gens nous demandent aussi, et c'est évident que ça fait partie intégralement de vos contraintes et de vos objectifs et des choses qui vont être en permanence en première phase à partir de lundi, le nettoyage et la désinfection de tout le matériel roulant. Ça, c'est évidemment très important. Déjà, les gens se demandent est-ce que je dois venir avec des gants, parce que quand je suis dans le tram, j'ai la fameuse truc, les gens se posent évidemment plein de questions, c'est légitime. Alors, j'imagine que pour vous, ça, c'est encore une partie du défi qui est considérable, madame. C'est clé. Il y a deux choses qui sont clés. D'abord, tenir la réglementation qui nous est demandée. Pour nous, c'est un nettoyage tous les jours avec un produit virucide de l'ensemble des rames, avec bien évidemment une attention portée sur tout ce qui est zone de contact, les poignées, les boutons, les tablettes, les toilettes. Vérifier aussi l'approvisionnement en eau, que les toilettes fonctionnent, que le savon soit à disposition pendant tout le temps du parcours. Ça, c'est clé. Et ce qui est clé pour les clients, c'est la traçabilité de ce nettoyage. Donc on a mis en place un label pour pouvoir donner tous les gestes barrières, mais également les responsabilités que nous avons vis-à-vis de nos clients, qui s'appelle « En train, tous responsables ». Et nous allons donner la traçabilité du nettoyage que nous faisons tous les jours à bord de nos trains. Nous l'avons déjà lancé au moment du confinement pour nos conducteurs, puisque nous nettoyons les tablettes avec du produit virucide sur tous les pupitres de conduite de nos trains, avec une traçabilité pour nos conducteurs. Ce que nous faisons pour nos conducteurs, nous allons aussi le faire pour nos clients. Ça veut dire que si je prends le TER, là encore, en tant qu'usager lambda, je vais aux toilettes, je vois quelque chose d'affiché, ces toilettes ont été nettoyées à telle heure par Madame Germaine ou... Absolument, absolument. Alors, au-delà du nettoyage dans les trains, il y a aussi le nettoyage dans les gares, qu'il ne faut pas oublier. Et avant la reprise, toutes les gares font l'objet d'une désinfection et d'un nettoyage approfondi par Gares & Connexions. On renforce le nettoyage dans les gares. D'ailleurs, vous verrez des personnels avec maintenant des gilets blancs de manière à pouvoir identifier le nettoyage qui sera fait dans les gares. Et puis aussi, il y a la mise à disposition de gel hydroalcoolique. Donc, dans 24 gares en Grand Est, progressivement à compter du 11 mai, on met des distributeurs, des bornes qui vous permettent d'avoir du gel hydroalcoolique automatique, sans contact. Absolument. Sans contact. Et on a dans les distributeurs Selecta, on va mettre du gel hydroalcoolique et des masques à disposition, ainsi que dans les relais. Je pense que ça, c'est vraiment des mesures qui sont pour moi indispensables pour redonner confiance dans les transports en commun. Bien sûr. Monsieur Lally, vous, au niveau des trams, des infections quotidiennes, ou voire bi-quotidiennes, je ne sais pas. Alors, on était sur un régime de désinfection quotidienne depuis le début du confinement, en fait, avec des processus qui sont des processus lourds, qui nécessitent non seulement le nettoyage, l'application du virucide, la bonne aération du véhicule pendant une durée suffisante. On va basculer à partir du 11 mai dans un dispositif plus complet encore, où on aura en cours de journée un dispositif, une logique de désinfection de tous les points qui sont les points de contact pour les voyageurs, en particulier bien sûr tout ce qui est barre de maintien, partie plastique des sièges, boutons poussoirs éventuels, etc. Donc une opération finalement complémentaire en la matière. Et on continuera à appliquer ce qui se fait aujourd'hui. C'est une logique dans laquelle c'est les conducteurs qui manœuvrent les portes à l'entrée et à la descente pour éviter aux clients d'aller eux-mêmes appuyer ou rentrer en contact avec des boutons d'ouverture des portes qui auraient déjà été manipulés par quelques dizaines d'autres usagers avant eux. Donc voilà, on complète le dispositif qui existait. M. Herman, vous vouliez intervenir sur toute cette question ? Non, je suis impressionné parce que pour y travailler sur ces sujets et d'autres, mais je ne sais pas si les gens mesurent, je veux dire, les talents d'ingéniosité et d'effort qu'il faut faire pour ces entreprises dont on parle aujourd'hui pour réussir à garantir un service public de qualité de transport en commun. Ouais, c'est évident. Et il faut absolument, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut dire et affirmer, tout est fait pour que les gens gardent la confiance dans le service public. Il est évidemment très important. Et ça représente des investissements et des coûts, je veux dire, considérables. Ce n'est pas l'objet de la discussion d'aujourd'hui, mais il faut quand même en parler. Je veux dire que ça va impacter évidemment nos budgets,
mais c'est, je crois, la condition sine qua non pour garder nos clients dans les transports en commun. On va revenir sur cette question budgétaire sans doute pour clore cette session. D'ailleurs, on m'envoie les questions régulièrement en live sur cette tablette magique là. Je suis étonné d'ailleurs, il y a des gens qui sont en profonde réflexion sur les conséquences financières que vont avoir ces choses-là. Ça concerne les gens et ça fait plaisir parce que l'esprit citoyen quand même, les gens ont bien compris que c'est leurs impôts quand même qui financent tout ça. Donc ça me paraît très important. Avant, je voudrais qu'on évoque un point rapidement qui a déjà été évoqué, c'est l'élargissement des créneaux d'heures de pointe. Là, à mon sens, ça m'apparaît être un point majeur de ce déconfinement au niveau des transports, en tout cas, ça m'apparaît être un point majeur. Je sais que vous êtes en relation, vous, par exemple, avec d'autres structures extérieures, comme la Chambre de commerce et l'industrie, qui sera notre invité vendredi sur ce plateau. Manifestement, de tous côtés, on a bien pris conscience de ce point-là. Et j'imagine que du côté des politiques également, c'est devenu des élus, c'est devenu quelque chose d'important. C'est un point clé dans ce dispositif. C'est clé et d'ailleurs les Suisses l'ont fait. Les Suisses ont eu une vraie réflexion avec l'ensemble des acteurs, que ce soit les écoles, les universités, les acteurs économiques, pour arriver à étaler les prises de service ou les entrées au travail des salariés entre les universités, les lycées, les collèges. Bon, c'est pas facile, hein, c'est quelque chose qui demande une réflexion et qui en général demande plusieurs années, parce que vous changez l'horaire d'un collège, le car qui vient approvisionner ce collège et donc son parcours doivent être modifiés. Ça demande vraiment un travail on est en cascade. Là, donc, ça va nous appeler à une réflexion différente. Pour nous, en termes de plan de transport, on a commencé dans l'offre que l'on fait le 11 à pouvoir offrir des capacités, pas simplement en heure de pointe, mais aussi en ajoutant des rames en flanc d'heure de pointe pour pouvoir accueillir une nouvelle demande qui s'étalerait. Mais je pense que c'est une piste extrêmement intéressante, d'autant plus intéressante qu'avoir des temps sociaux qui soient un peu mieux répartis, c'est plus de confort dans les transports en commun. Et on sait que nos clients nous le demandent. Et voyager en confort, ça sera aussi voyager en santé. Donc nous, on est tout à fait partants pour intégrer ces réflexions-là. En tout cas, on est moteur. Et effectivement, vous parlez de M. Imberger. Moi, je l'avais au téléphone juste avant de venir ici. C'est un des points sur lesquels on va travailler. Et vous, M. Lally, j'imagine aussi que question cadencement des trams, vous allez tenir compte de tout ça aussi. Oui, c'est absolument clair et incontournable de la même manière d'ailleurs, hein, puisque on a ceci dit, nous à Strasbourg, une caractéristique qui est d'avoir un réseau dans lequel la fréquentation est très forte et ne se limite pas aux heures de pointe. Donc on a d'ores et déjà des fréquences qui existent, y compris en heure creuse, sur lesquelles il y a de la capacité. Donc ça veut dire que pour nous, l'étalement potentiel de l'heure de pointe, il correspond aussi à des capacités de transport en heure, je ne dirais pas creuse, mais juste en limite d'heure de pointe, qui sont déjà disponibles. Ceci étant, je pense que dans des circonstances aussi dramatiques qu'on les vit, on peut peut-être espérer qu'elles soient porteuse d'un peu de progrès pour l'avenir, parce que si on arrive à faire cet étalement qu'on revendique, qu'on souhaite depuis des années pour le confort de trajet de nos voyageurs, c'est peut-être quelque chose qui perdurera au-delà des difficultés liées à la situation sanitaire actuelle. Alors, oui. Je voudrais vous partager une réflexion qui vient d'Éric Charéron, qui est notre grand responsable marketing côté... Vous faites vite. Et il me dit, entre une heure de pointe, et entre un flux fluide et un flux non fluide, il y a 15% d'écart. Ben, entre les différents leviers, le télétravail, la répartition des heures de pointe, etc., je suis sûre qu'on a vraiment des leviers pour que chacun vive mieux le transport en commun. Oui, c'est une réflexion importante. On aborde maintenant d'abord, premièrement, il y a des gens qui vous remercient, vous, madame. Bravo, merci de ne pas avoir prélevé les abonnements, d'avoir repoussé ça. C'est des gens merci aussi au Conseil régional. Hein. Mais oui, bien sûr. Le Conseil régional étant l'opérateur, enfin, étant l'autorité d'organisation des transports régionaux et qui l'a confié pour l'instant à la SNCF dans le cadre de la loi. Donc, il y a des gens qui disent merci pour les remboursements des abonnements. Le geste est apprécié. Point d'exclamation.
Voilà, c'est la question qui est tombée. Il y en a plusieurs dans ce sens-là. Vous allez étudier, j'imagine, alors c'est pas valable pour le tram, enfin encore qu'il y a des abonnés au tram. Aujourd'hui, plus de 60% des voyages qui sont faits sur le réseau sont faits par des abonnés. Oui. Et d'ailleurs, l'Eurométropole, à ce niveau-là, a pris une décision qui a concerné le mois d'avril et le mois de mai, puisque les abonnés du mois d'avril et du mois de mai, qui sont des abonnés annuels, n'ont pas vu le prix de leur transport et de leur abonnement prélevé, tout en gardant la possibilité d'utiliser leur carte et donc de fréquenter le réseau. Oui, c'est ça, ils n'étaient pas obligés d'acheter le billet. Ils ont voyagé gratuitement, ils ont en voyagé fait, gratuitement, au mois d'avril et au mois de mai. Tout ça. Donc, Robert Herrmann a été à l'origine, via l'Eurométropole, de tout ça. Rapidement, comment allez-vous faire dans les temps qui viennent? Parce que comme on part dans l'inconnu, on ne sait pas combien de temps va durer cet inconnu, par définition, puisqu'il est inconnu. Donc il y aura un peu plus de trains, mais pas tous les trains. Il y aura un peu plus de trams, mais pas tous les trams comme d'habitude. Est-ce que vous étudiez déjà des possibilités de dédommager l'usager, en quelque sorte? Alors, la première étape et le premier palier, c'est jusqu'au 1er juin. Donc, fin mai, là, c'est assez clair. La décision qui a été prise par le Conseil régional, c'est que les clients qui avaient un abonnement mensuel, soit en mars, soit en avril, peuvent voyager avec cet abonnement gratuitement sur le mois de mai. Ceux qui étaient à prélèvement automatique voyagent gratuitement sur le mois de mai. De la même manière, ceux qui avaient des cartes Primo et Presto pour des voyageurs semi-occasionnels voient leur abonnement prolongé de 2 mois, qui correspond en fait à la durée du confinement. Et pour tous ceux qui achèteront une carte d'ici la fin de l'année, ils vont avoir des tarifs qui sont juste fantastiques, puis ce sera soit 5, soit 15 €. Donc c'est vraiment très attractif pour relancer la mécanique. Alors au-delà de ça, nous on espère bien que d'ici 4 à 5 semaines, le plan de transport sera normal et au mois de juin, on reviendra à un service normal. La question sera, maintient-on ou non la distanciation dans les transports qui là est une vraie question pour nous. C'est évidemment une question essentielle. Alors, en conséquence, il y a une question qui est tout à fait logique dans l'esprit des internautes qui nous regardent, ils sont plusieurs à la poser. Est-ce que vous allez augmenter les abonnements en septembre pour récupérer votre perte? Non, c'est pas prévu. Aujourd'hui, c'est pas prévu. Le vrai sujet, c'est de passer bien l'été. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui auraient dû partir en vacances en dehors du Grand Est et qui vont être en Grand Est. Mais je pense que pour nos transports en commun, c'est une vraie opportunité. Moi, mon objectif, il est simple. C'est permettre à tous les gens qui habitent en Grand Est de passer des super vacances à petit prix en Grand Est, en découvrant toutes les merveilles de la région, en Alsace en particulier, et surtout à petit prix en prenant les TER. Voilà. Bon, je suis sûr qu'on va vivre un phénomène comme les congés payés en 1936, où tout le monde va prendre le train, avec le vélo aussi, pour s'en aller s'évader un peu partout. C'est une vraie occasion de passer des super vacances en Grand Est et de voir tous les trésors qu'on a dans cette région. Un mot pour conclure, Robert Herrmann. Ça, c'est sur les aspects financiers. Moi, je suis frappé par comme je vous le disais tout à l'heure, par l'acuité des internautes. Quel est l'impact il y en a un qui nous dit: quel est l'impact de la crise sanitaire sur les projets de développement de la CTS? Ça vaut pour vous deux, messieurs, notamment l'extension de la ligne F du tram. C'est-à-dire, les gens se disent déjà, ça va coûter un max cette affaire, ils comprennent bien, hein. Alors ils ont peut-être l'inquiétude de dire, faut pas trop monter derrière, mais ça, c'est peut-être pas possible de leur répondre formellement aujourd'hui. Mais ils disent, est-ce que ça va, en quelque sorte, handicaper le futur de la CTS, des lignes de tram? Alors là, je laisse la question, Monsieur Lally, Monsieur Herrmann. Robert, allez-y. Peut-être pour répondre sur le très court terme, oui, ça handicape un peu parce que les travaux sont en cours sur l'extension de la ligne F, donc ils ont été arrêtés pendant quelques temps. On devait lancer cette extension au mois de juin, et clairement, ça ne sera pas le mois de juin, ça sera plutôt à la rentrée que les choses se feront. Ceci dit, quand des coûts comme ça sont partis sur l'extension de la ligne F, on est maintenant à un stade où on est dans une logique de finalisation des travaux. Donc le gros des coûts, ils ont déjà été engagés. Donc sur la ligne F, la question financière se posera très peu. Par contre, pour les autres projets qui peuvent venir par la suite, là la réponse est plutôt chez Robert Herrmann. Non, en un mot, mais c'est l'objet aussi du Conseil de l'Eurométropole de demain. Moi, je suis un président en sursis, puisque je ne devrais plus être là. Mais ma conviction, c'est qu'il faut profiter. Pendant 6 ans, on a géré d'une manière, je crois, exemplaire cette collectivité. Elle dispose de moyens. J'avais eu l'occasion de le dire.
on a une capacité, bon an mal an, sans perturber trop fortement notre métropole, d'investissement de l'ordre de 300 millions. Et par conséquent, je veux dire qu'on a une réserve aujourd'hui qui me permet de dire que, je crois qu'il faut garder foi dans les transports en commun et le service public, et donc continuer d'investir, faire en sorte de maintenir aussi l'emploi, et donc aider nos entreprises à avoir des marchés. C'est absolument essentiel pour notre économie. En disant cela, je suis très intéressé. C'est-à-dire que la perte du versement transport, en un mois, c'est à peu près 9,7 millions d'euros qui ne rentrent pas dans les caisses de la métropole. En un mois. En un mois. Parce que ça veut dire qu'on en est à 20 millions, là. Et on a dépassé ça, malheureusement, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le tourisme, etc. Et par ailleurs, la perte de billetterie, c'est à peu près la moitié de ce montant, grosso modo. C'est environ un peu moins de 5 millions d'euros par mois. Voilà. Les recettes CTS. Donc on est à voit 30 bien millions en tout, quoi. Oui, on voit bien c'est 55 millions à l'année, donc à peu près 5 millions d'euros par mois. Il nous faut absorber cela. Après, c'est une question de conviction. Moi, je pense on ne coupera pas à l'idée d'endetter un peu nos collectivités, mais il faut le faire avec une foi dans nos services publics, dans l'emploi, dans le fait de donner de l'espérance aux gens, parce que si on a, je veux dire, un désastre économique, c'est évidemment catastrophique pour tout le monde. Et donc, arriver à garder cela, tout en ayant à l'esprit que ces transports publics servent effectivement à éviter la crise environnementale qu'on risque d'avoir si toutefois nous n'avions plus le moyen d'entretenir cela. Donc, pour ce qui me concerne, en tout cas, les investissements dans les transports en commun doivent être garantis. Je pense qu'il faut sacraliser cela, faire en sorte qu'on puisse garder un niveau de qualité tout à fait essentiel et essayer de discuter avec l'État au fur et à mesure de l'évolution de la crise sanitaire, voir si on ne peut pas desserrer un peu l'étau des mesures qui sont prises pour ajouter un peu de monde à l'intérieur des transports. Si tout le monde s'habitue à prendre le masque, à faire en sorte d'être attentif, se lave les mains, et je veux dire parce que ça ne tient pas qu'à l'outil, je veux dire que ça tient beaucoup au comportement, alors nous arriverons ensemble à dépasser cette difficulté et à faire en sorte que collectivement ça coûte un peu moins cher. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je pense que sur cette maille-là, on a le moyen ensemble de réaliser quelque chose d'assez magique qui nous permette de sauvegarder ce que nous envient beaucoup de gens et de faire en sorte de continuer à le développer. Juste peut-être pour renforcer ce que vient de dire Robert Herrmann, je disais tout à l'heure, la CTS, c'est 480 000 voyages par jour. Ils sont faits par 160 000 personnes. Imaginez 160 000 voitures supplémentaires chaque jour sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et ça confirme ce que disait Robert Herrmann. Aujourd'hui, on est dans une situation dans laquelle on n'a pas d'autre choix que de continuer à s'appuyer sur les transports publics. On est obligé de conclure, on a déjà dépassé de 5 minutes, on n'est pas trop contraint par le temps sur Facebook, mais quand même, on a dépassé, il ne faut pas trop consommer de bande passante, alors on va être citoyen dans cette affaire-là aussi, on a dépassé de 5 minutes. Je voulais vous remercier tous les trois, très chaleureusement, et je vais vous livrer quelques thématiques très rapidement qui ont fait l'objet de plein de questions, pas des questions, c'est plus des remarques, ça va vous mettre du baume au cœur, vous allez repartir beaucoup plus léger et souriant, parce que les gens ont quand même une certaine conscience des choses. Des chefs d'entreprise, et oui, des chefs d'entreprise, surtout des petits artisans, sans doute nous ont dit merci d'avoir signalé l'effort des entreprises, ça c'est pour la planification, voilà. Et la cotisation. Oui, parce que bien entendu, les entreprises payent non seulement le versement transport, oui, mais elles payent aussi très souvent une aide aux abonnements de leurs salariés. Tout à fait. Donc, alors, merci d'avoir signalé l'effort des entreprises. Disent-ils, vive le service public, et notamment les SNCF. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points d'exclamation derrière. Ben merci. Merci. On va essayer de continuer à mériter votre confiance. Voilà. Et il y a aussi, alors là, on ne les compte plus, par dizaines et par dizaines, beaucoup de remerciements. Simplement, merci pour tous les efforts que vous faites. Et ça fait chaud au cœur de lire ça dans un tel contexte. Ça va clore d'ailleurs cette session consacrée au transport. Je vous remercie beaucoup, madame, messieurs, d'être venus à ce micro aujourd'hui. C'est un vrai plaisir de vous recevoir. On aurait fait facilement 2 heures de plus. Et merci à tous les cheminots. Voilà. Et tous les agents de la CTS. tous les agents qui, sur les félicitations que vous avez évoquées, leur iront droit au cœur. Absolument. Merci à vous en tout cas d'être venus. Les prochaines dates qui sont à retenir pour les prochains Facebook Live, c'est le vendredi 8 mai à 11h. On parlera de la réouverture des commerces et de la reprise économique avec Jean-Luc Haimburger qui est président de la CCI Alsace Eurométropole. Le lendemain, le samedi 9 mai, ce sera à 11h également.
la réouverture des établissements scolaires avec Elisabeth Laporte, rectrice de l'Académie de Strasbourg. Et puis le lendemain encore, le dimanche 11 mai à 11h, on parlera de la préparation, le dimanche 10 mai, pardon, à 11h, de la préparation globale de la sortie du confinement. Évidemment, ce sera d'actualité parce que ce sera pour les heures qui vont suivre le lendemain, avec Josiane Chevalier, préfète de la région Grand Est et du Bas-Rhin. Voilà pour le programme. Se rajoutera plus tard à une date encore à fixer, une thématique sur l'artisanat et peut-être d'autres, puisque ces émissions rencontrent beaucoup de succès. Merci à vous, Robert Hamann, d'avoir fait confiance à Hors-Normes, sa rédaction, ses équipes, que j'en profite pour remercier, parce qu'il y a plein de gens qui travaillent backstage, comme on dit, pour assurer ça, via Storia pour la production, Lysia Allaire pour l'assistance, c'est elle qui nous sélectionne et nous envoie les questions. Merci à vous d'avoir suivi tout ça. On se retrouve vendredi prochain à 11h avec la CCI. Merci, bonsoir.